Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler ou présenter série de livres notamment que j'ai écrits sur René Guénon, Cheikh Abdelwahid Yahya, tome 1, tome 2, tome 3. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 1 sur sa vie, donc édité aux éditions El Boraq. L'homme, le sens de la vérité. René Guénon est une personne tout à fait exceptionnelle qui nous laisse une œuvre magistrale et sans pareil. Et il m'a semblé vraiment nécessaire d'aborder la vie, l'œuvre et les suites de René Guénon. Donc, dans le livre sur sa vie, en fait, je m'attelle essentiellement à revenir sur les éléments, sur les moments fondamentaux, sur les événements qui ont jalonné le parcours de sa vie, et en fait démontrer que il jalonne également son œuvre, c'est-à-dire que sa vie est son œuvre mise en acte. Toute la première partie de sa vie va être une formation. Il vient de Blois, en province, né en 1886. Il va arriver à Paris, fréquenter les milieux occultistes, etc., c'est-à-dire les milieux intellectuels de l'époque. Et on est à l'orée de la Première Guerre mondiale, donc dans un contexte encore une fois bien spécial. Et je développe ces événements pour en faire le parallèle avec son œuvre, comme je le disais. Donc la première partie de sa vie va essentiellement se dérouler entre Blois et Paris, jusqu'aux alentours des années 30, 1930, donc dans l'entre-deux-guerres où il va partir pour l'Égypte. Et en soi, on a donc trois phases de vie. On a la première de la formation qui va jusqu'à 1930 à Paris, les années parisiennes, les premiers écrits, premiers livres, comme l'introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, les premiers articles dans la gnose, etc. Et on a ensuite cette transition qui se fait où il va partir au Caire, s'installer au Caire, et là développer une autre facette de son œuvre, et qui sera l'initiation. Donc on a dans un premier temps tout un ensemble d'événements. Donc dedans je parle de ses études, des premiers contacts qu'il a avec les milieux néo-spiritualistes, occultistes, où il va de là extirper ses futurs collaborateurs, notamment pour la gnose, le voile d'Isis, les études traditionnelles. Je parle de l'ordre du Temple rénové, de l'église gnostique, de ses sources, de la revue, la gnose, mais également des liens qu'il a eus avec la franc-maçonnerie, ce qui souvent a été très peu compris dans la personnalité et l'œuvre de René Guénon. Or, pour lui, seule la vérité une étant importante, et il considérait toutes les formes, et notamment celle de la franc-maçonnerie, comme des modalités initiatiques encore possibles, capables d'aider les personnes qualifiées pour pouvoir être initiées. Après, ce n'est pas pour ça qu'il était dupe et qu'il ne savait pas l'état délabré de la maçonnerie, en disant notamment que tous les mouvements principaux de la maçonnerie étaient infiltrés par la contre-initiation. De même qu'il n'est pas dupé sur l'état de l'Inde, sachant qu'il développe beaucoup l'hindouisme, mais il est aussi conscient qu'en hindouisme, il y a une dégénérescence qui est déjà établie. Et ça, en fait, ça sera à tous les niveaux. Donc en 1910, officiellement, il est musulman. En soi, je dirais qu'il l'a tout le temps été. Être musulman, c'est être soumis à la vérité. Il l'a tout le temps été. Il le sera officiellement dans la forme. Et il le vivra jusqu'à la fin de ses jours. En Égypte, il portera l'habit musulman. Et il donnera une préférence à l'islam de façon assez marquée, tout simplement par rapport aux possibilités que l'islam offrait encore dans le cadre ésotérique, initiatique. Sur le plan métaphysique, il a tenté en Égypte, quand il y arrive, de pouvoir mettre à jour avec la boîte d'édition que Madame Dina avait montée à l'époque, l'Anneau d'Or, de mettre à jour l'ésotérisme islamique. Donc, c'est-à-dire de pouvoir produire pour la première fois
les traductions des œuvres principales, dont celle de Muhyiddin ibn Arabi, qui est appelé en islam Cheikh al-Akbar, le plus grand des maîtres. Donc je parle également je reviens toujours sur cette première période où il va parler de son mariage avec Berk Louri, sa collaboration avec Yair Regnabit, l'année de cours qu'il va donner en tant que professeur à Sétif, en Algérie, 1917-1918, les rapports qu'il a pu avoir avec le Cheikh al-Alawi à l'époque, mais également avec la tariqa alawiya après le Cheikh, qu'il ne regardait plus du même œil. Et je reviens sur cette dernière période de vie où d'Égypte, il va produire encore quelques livres, dont certains vont sortir après la Seconde Guerre mondiale, puisque les conditions d'alors ne permettaient plus l'édition, et de sa mort qui se déroulera le 7 janvier 1951 en Égypte. Donc on a toute cette première période dans les milieux proprement occidentaux où il combat l'erreur et il essaye d'extirper les êtres de qualité et les éventuels collaborateurs. On a une deuxième phase qui est le pan métaphysique de l'œuvre, où il va produire ses œuvres fondamentales sur la métaphysique, dont L'homme et son devenir, le symbolisme de la croix, les états multiples de l'être. Et en fait, toute la période égyptienne est beaucoup plus consacrée à la dimension de l'initiation, ce que j'expliquerai plus en détail quand nous aborderons le tome 2 de son œuvre. Mais il était devenu quasi égyptien jusque dans le parler, où il parlait très couramment l'arabe. Et René Guénon, sa vie a été vraiment, je le répète pour conclure, a été la mise en acte de son œuvre, en fait. Voilà, je vous encourage à le lire, à découvrir si vous ne connaissez pas. Et je pense que les travaux que j'ai faits à ce niveau-là sont importants pour permettre de mettre le pied à l'étrier et pour permettre aux gens d'aborder l'œuvre de Guénon en elle-même, qui, il faut l'avouer, n'est pas très facile, mais tellement riche pourtant et si importante. Voilà, très bientôt je vous parlerai du tome 2 concernant l'œuvre. Au plaisir de vous retrouver. Salam alaikum.